Allez, merci d'être avec nous donc, pour cette table ronde sur la robotisation dans l'intralogistique. Vous avez profité des démonstrations des applications dans l'usine pilote Proxinov. On va répondre avec nos experts à des questions que vous vous posez peut-être. Quelle méthodologie pour réussir la robotisation dans mon intralogistique? Comment passer de l'idée à l'intégration d'une solution pour son intra? Alors dans une première partie, nos experts de Proxinov et du PASCA vont nous donner les clés pour identifier les différentes étapes de réflexion nécessaires. Alors depuis l'idée jusqu'à la construction d'un cahier des charges bien construit et en phase bien sûr avec les besoins de son entreprise. Et puis retour d'expérience avec deux entreprises qu'on a le plaisir d'avoir avec nous. Donc l'entreprise Wesco et Scalog sont avec nous pour en parler et on les remercie. Nicolas Pouclet qui est directeur des opérations de Proxinov. On peut les applaudir hein, bien sûr. Merci d'être avec nous. Julien Purement, chef de projet Supply Chain au PASCA, c'est le pôle achat Supply Chain Atlantique. Merci Julien d'être ici. Romain Demet, Business Development Manager chez Scalog et Arnaud Gaborio, directeur Supply Chain donc de Wesco Group. On peut les applaudir très fort parce que c'est pas toujours évident de prendre la parole devant tout le monde. Merci d'être avec nous, vos confrères, vos collègues. Alors on va se donner un temps de questions-réponses à la fin de cette table ronde bien sûr. Donc sincèrement on compte sur vous. Hein. On est là pour échanger aussi, pour faire quelques remarques, pour poser des questions. Donc vraiment je compte sur vous. Alors tout d'abord. On va parler avec vous de la méthodologie d'avant-projet. Donc là, je me tourne vers le PASCA et Proxinov, des enjeux, de l'analyse des besoins des entreprises, des différentes étapes de réflexion et prérequis, bien sûr, pour réussir un projet robotique pour son entreprise. Quelques mots sur le PASCA, Julien, pour commencer. Merci à tous pour votre présence. Merci à Proxinov de nous avoir invités à participer à cette table ronde. Donc quelques mots sur le PASCA, donc le pôle achat Supply Chain Atlantique. On est une association qui est basée à Saint-Nazaire. Donc on est spécialiste du domaine supply chain. Donc très rapidement, on va avoir des missions qui vont être promouvoir les activités supply chain d'un côté, et de l'autre côté des missions qui vont plutôt être dédiées à faire de l'accompagnement d'entreprise, donc sur des sujets d'optimisation en supply qui peuvent être extrêmement variés, puisqu'on va toucher à peu près tous les secteurs de la supply. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à passer au stand du PASCA un peu plus tard dans la journée et on pourra en discuter. Alors, quand on parle d'automatisation dans l'intralogistique, de quoi parle-t-on exactement? Alors, quand on parle d'automatisation dans l'intralogistique, on va surtout parler de différentes technologies, mais aussi de différents domaines d'application. Donc on peut par exemple penser au système de stockage automatisé. Je vais essayer de ne pas être redondant avec ce qui a été dit dans la keynote de ce matin. Mais dans un premier temps, donc les systèmes de stockage automatisés avec par exemple les GTP ou les buffers séquenceurs qui peuvent avoir des applications diverses. On peut penser aussi aux systèmes AGV-AMR qui vont être plus dédiés au transport de marchandises ou aux drones par exemple pour les inventaires ou encore à la robotique de manière générale. Donc je laisserai Nicolas vous faire un focus un peu plus approfondi après. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que la frontière entre toutes ces technologies elle est relativement mince, comme peut nous le prouver notamment les technologies Scalog, qui utilisent des HVAMR pour faire des systèmes de stockage automatisés finalement. Donc voilà, je vais laisser Nicolas. Côté Proxinov, alors effectivement, côté Proxinov, quels sont les domaines d'application? Ouais, alors moi je voulais vous parler de domaine d'application en fait. Moi j'en ai 4. Voilà, allumez juste votre micro. Il est allumé? Il est allumé? J'ai pas l'impression. Si, c'est bon. Ah, je l'ai pas assez fort. Ouais. Le premier domaine d'application, c'est le déchargement et la réception de produits. Donc c'est celui-là. Donc là, on est vraiment sur le quai. On a des camions qui arrivent avec des produits. Il faut décharger ces camions. On a peu d'automatisation, robotisation sur ces applications encore. On va retrouver des systèmes plutôt automatisés, des convoyeurs automatisés. Et on a pu aussi accompagner une entreprise sur la définition de systèmes plutôt d'exosquelettes, donc notamment sur ces applications, pour vraiment assister les opérateurs au port de charge. Deuxième domaine d'application, là cette fois-ci on va retrouver beaucoup de robotique et beaucoup d'automatisation, c'est le stockage, le rangement des produits, cartons, palettes, etc. Donc là il y a une multitude de choix techno, que ce soit donc comme celui-là, des stockages automatiques plutôt verticaux ou horizontaux, système Cardex ou autres. Donc là, on va retrouver quand même beaucoup de solutions automatisées. Après, il y a un troisième domaine, c'est le tri et la préparation de commandes, ce qu'on appelle le picking aussi. Donc là aussi, on va retrouver beaucoup de solutions techno. Moi, j'ai essayé de les classer dans deux catégories. Soit c'est le collaborateur qui va se déplacer dans l'atelier,
Donc c'est ce qu'on appelle l'homme vers le produit, donc c'est plutôt le picking traditionnel. Donc là on va utiliser plutôt des systèmes qui vont assister le collaborateur au port de charge ou à porter un chariot ou un rôle. Ou alors c'est le produit qui arrive vers le collaborateur. Là on est plutôt des systèmes, comme on verra tout à l'heure, de chez Scalog, où vous avez l'étagère en fait. C'est ça. Exactement, ouais, tout à fait. Et en fait, il y a un quatrième cas d'application. On est plutôt là, cette fois-ci, dans l'emballage, la palettisation, l'expédition. Donc là, on va retrouver plutôt des systèmes AGV et AMR pour le transport de palettes et de palettisation robotisée. Et entre les deux, entre les quatre applications, c'est tout ce qui est déplacement de marchandises, de poste à poste, via aussi des AGV, des AMR, donc différentes technos aussi disponibles. Donc l'idée, c'est vraiment de bien analyser son besoin, qu'est-ce que j'ai besoin de faire, qu'est-ce que j'ai besoin de robotiser, avant de faire son choix techno, parce qu'on voit quand même qu'il y a beaucoup de choix. Donc c'est bien analyser son besoin avant de faire ce choix. On a les logiciels, bien sûr, aussi autour de toutes ces solutions. Ouais. Vous voulez peut-être en dire un petit mot concernant les ERP? Ouais, voilà, on en parlera tout à l'heure, mais aussi pas mal de logiciels ERP, WMS. On va dire que c'est les prérequis vraiment dans un projet robotique. Et après, tout ce qui est autres logiciels, pilotage de flotte, etc. Donc ça, c'est plutôt en fonction des technos identifiés. Ouais. Julien, est-ce que vous aurez quelques chiffres qui permettraient peut-être mieux comprendre où en sont les entreprises dans ce domaine? Alors oui, effectivement, le premier chiffre que je peux donner, c'est un niveau européen. Donc la France est relativement à la traîne dans l'automatisation de son parc industriel. Donc 13e place européenne selon une étude qui visait à voir un peu les horizons à 2025 pour la logistique. Une étude qui peut être un peu plus intéressante et beaucoup plus régionale, c'est une étude qui a été réalisée par le PASCA en février 2021, donc il y a un an. Une étude dont on a eu donc 170 réponses d'entreprises uniquement basées sur les Pays de Loire. Cette étude elle nous apprend plusieurs choses. Elle nous apprend d'abord que les deux premiers centres d'intérêt quand il s'agit de débuter un projet d'optimisation pour la logistique, pour les entreprises, c'est la numérisation et l'automatisation, donc qui arrivent respectivement premier et deuxième. Ça nous apprend aussi que 60% des entreprises considèrent que la maîtrise de leur flux est une priorité. Et donc ça nous amène également à cette question que nous avons posée lors de cette enquête. De quelle technologie disposez-vous au sein de vos activités logistiques ? Ce qui est intéressant de noter ici, c'est que les systèmes automatisés ne sont présents qu'à 23%, ce qui laisse une certaine marge et qui corrobore plutôt le reste, de dire que nous sommes effectivement un peu en retard sur l'automatisation de ces processus. Qu'est-ce qui pousse ces entreprises justement à automatiser? À quel besoin ça répond finalement? Alors, on va avoir un certain nombre d'enjeux donc, qui sont relativement bien résumés ici. On va avoir évidemment des problématiques de coût et de productivité qui sont généralement l'une des premières choses auxquelles on peut penser quand on pense à un système automatisé. Ça va aussi avoir des impacts directs sur les lead time et la réactivité de l'entreprise. Donc évidemment, plus on va être productif, plus les lead time vont diminuer. On va avoir une augmentation des niveaux de qualité aussi éventuellement, puisque la mise en place de systèmes automatisés va permettre généralement de réduire les erreurs qualité. S'adapter à certaines contraintes réglementaires dans certains secteurs d'activité particuliers, densifier son stockage. On va dire dans le contexte actuel, on va beaucoup penser à l'écologie, c'est éviter de bétonner, de construire de nouveaux bâtiments, là où on pourra juste densifier l'existant et donc repousser, voire éviter les constructions. Et pour finir, ça va être améliorer les conditions de travail ou compenser le manque de main-d'œuvre. Ce manque de main-d'œuvre qui est de plus en plus régulier dans les métiers de la logistique à l'heure actuelle. Alors, quand on voit les enjeux, comment est-ce qu'on peut s'assurer justement de s'orienter vers les bonnes solutions? Alors, moi je vous réponds plutôt d'un œil macroscopique qui est l'œil du PASCA. Dans un premier temps, le PASCA, on va toujours proposer donc, un diagnostic de l'activité. Donc, généralement, on va se baser sur les problématiques que vont nous soumettre les entreprises. Donc un diagnostic, il va être plus ou moins étendu selon les problématiques, il va toucher à plusieurs secteurs de l'entreprise. Ça va être des observations terrain, ça va être des interviews au niveau opérationnel, au niveau managérial, avec les services supports, ça va être l'analyse des flux, des différentes bases de données de l'entreprise par exemple. Et de tout ça, on va donc faire une synthèse des différentes problématiques et mettre en face des solutions
Et c'est là qu'intervient la partie automatisation, qui est finalement une solution possible à des problématiques rencontrées dans les entreprises. Donc le PASCA, nous ne sommes pas intégrateurs, on n'est pas spécialiste de la robotique, on a plutôt cette vision macroscopique des flux. Et à partir du moment où on va avoir identifié les besoins et trouver les solutions, on va s'orienter vers des spécialistes du domaine, comme Proxinov ou comme Scala, par exemple. Alors justement, Nicolas, quelles sont les limites et les verrous à tout ça? Alors, il y a plusieurs verrous et limites. Le premier verrou que l'on voit nous, quand on a un projet d'automatisation, robotisation, c'est le verrou économique. Toutes ces technos ont un certain coût, du coup il faut trouver la bonne rentabilité du projet. On voit quand même que les coûts baissent de plus en plus, parce qu'on voit quand même beaucoup de technologies qui arrivent sur le marché, donc de plus en plus des coûts diminuent. Donc ça c'est le premier verrou, le verrou vraiment économique, rentabilité. Le deuxième verrou que l'on voit, c'est plutôt RH. Le fait de passer un atelier 100% manuel à un atelier automatisé, on peut avoir une certaine crainte de peur de ne plus maîtriser la techno. Donc ça c'est un vrai verrou, la partie vraiment RH. Le troisième verrou que l'on voit dans l'automatisation, c'est sur les produits, le flux. Est-ce que mon produit peut être manipulé, automatisé, peut être préancé facilement? Donc ça c'est vraiment un verrou. Vérifier que ce produit peut vraiment être manipulé. Et le deuxième verrou, c'est aussi sur les flux. Les flux, est-ce que mes flux peuvent être automatisés ou pas? On peut avoir certains flux très variables, ce qui empêche vraiment une automatisation, une robotisation. Et le dernier verrou aussi, ça va être sur l'infrastructure et sur le bâtiment. Est-ce que mon bâtiment peut accueillir de la robotique mobile, peut être dimensionné pour être automatisé? Donc ça c'est vraiment un verrou. Est-ce que mes sols aussi sont adaptés à un déplacement de robots, etc., la hauteur du bâtiment, même l'environnement? On peut avoir un environnement aussi très froid et humide qui empêche la robotisation, et donc c'est certaines contraintes qu'il faut forcément prendre en compte. Quelque chose à ajouter du côté Pascal ou pas? Alors, on peut aussi parler du système d'information d'entreprise comme étant potentiellement un verrou. Pour se lancer dans des projets d'automatisation, il faut déjà avoir une structure, notamment en termes de data, assez conséquente. Il faut avoir des données de qualité, puisque les systèmes automatisés se nourrissent de data pour fonctionner, et en fait il faut bien s'assurer qu'on a ce qu'il faut avant de débuter ce genre de projet. En règle générale, il faut au minimum être équipé d'un ERP ou d'un WMS qui possède des données relativement consolidées et solides. Et donc voilà, s'assurer effectivement que ces choses-là sont bien présentes dans l'entreprise. On peut aussi parler de culture d'entreprise comme étant un verrou. Certaines entreprises sont plus à même d'automatiser que d'autres. Ah, ça c'est important, effectivement. Ouais. Selon la culture des salariés présents à l'intérieur, selon les visions que peut avoir la direction. Ça c'est quelque chose d'important à prendre en compte également quand on veut se lancer dans un projet d'automatisation. Comment est-ce qu'on peut s'assurer, c'est qu'en préparant cette table ronde, c'est avec les questions que je me suis posée, c'est comment s'assurer que les solutions imaginées répondent réellement aux besoins de l'entreprise? Je pense que c'est une petite question que certains se posent aujourd'hui. Il existe plusieurs façons de s'assurer qu'une solution répond correctement aux besoins. On peut parler de benchmark dans un premier temps, notamment. Donc les benchmarks, ça correspond en fait à des visites de sites qui vont être équipées de solutions équivalentes à ce qu'on veut mettre en place. Donc l'idée, c'est de pouvoir visiter les installations, d'avoir des retours d'expérience de l'entreprise sur le sujet, pour éviter à terme les différentes problématiques qu'elles ont pu rencontrer et reproduire ce qui s'est bien passé dans ces différents projets. On peut aussi penser notamment au fonctionnement en mode POC, donc Proof of Concept. Donc, preuve du concept en français, en fait, c'est en fait juste un type de projet dans lequel on va mettre en place sur un périmètre restreint une solution dans une entreprise. On va vérifier sur ce périmètre restreint que la solution répond correctement à tout ce qui a été mentionné dans le cahier des charges, que ça respecte bien ce qu'on veut qu'elle fasse. Et si c'est bien le cas, on va pouvoir la déployer à l'ensemble de l'entreprise dans un second temps. Côté Proxinov.
Oui, alors je peux compléter. C'est vraiment une démarche projet qu'il faut avoir d'avant-projet et de projet. D'abord, une première phase, c'est de faire une veille, comme tu l'as dit, un benchmark, une veille. Donc, la journée d'aujourd'hui permet déjà de faire cette première veille. J'invite aussi vraiment à tester, aussi à faire des POC, des essais de faisabilité. On a la chance d'avoir un atelier qui nous permet de faire ces POC, chez nous, de tester ces équipements en conditions le plus réelles possible. J'invite aussi à solliciter les fournisseurs aussi dans ces cadres, dans cette phase de POC. Ce qui est important aussi, c'est de bien constituer son équipe projet aussi, on l'a vu, ça peut être un verrou ou un frein à la robotisation, à l'automatisation, la partie RH. Donc c'est vraiment important d'intégrer tout de suite une équipe projet pluridisciplinaire avec plusieurs compétences, avec plusieurs expertises, que ce soit les RH, la finance, l'ergonomie, etc. Les collaborateurs forcément qui vont utiliser les technos. Faire aussi une étude d'avant-projet, une étude de flux, voir de quoi on parle avant, d'où on part, bien comprendre l'environnement, le contexte. Comme j'ai dit, un environnement qu'il faut le prendre en compte dans son projet techno. Et puis travailler sur le levier humain, l'acceptabilité de ces technos, les essais, les phases de veille vont permettre aussi de travailler sur ces acceptabilités. Et puis voilà, faire des essais de faisabilité, du proto, etc. Différents... En tout cas, l'étape finale, moi j'imagine que c'est le cahier des charges, et on le verra tout à l'heure avec Scalog et Wesco. Comment ça se passe? Julien, peut-être répondre? Effectivement, l'étape de cahier des charges vient une fois qu'on a bien analysé et bien défini les besoins de l'entreprise. C'est une étape qui est extrêmement importante, puisque sans un besoin relativement bien formalisé, on a de gros risques de se tromper sur la solution qu'on va mettre en place ensuite. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un cahier des charges solide qui permet d'aller consulter différents prestataires. Donc, pour l'automatisation, ça peut être des intégrateurs, ça peut être des entreprises spécialistes de telle ou telle technologie. Mais effectivement, la partie cahier des charges est importante et il faut être bien au point dessus. C'est vraiment le document qui va vous servir en fait tout le long de votre projet, l'intégration de votre projet. Et donc c'est important de bien le réaliser, de bien le faire. Et d'intégrer aussi une notion un peu plutôt protocole de réception aussi. Bien définir son protocole de réception, comment je vais réceptionner mes équipements, bien valider les équipements en production. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose de très important à intégrer dans ce cahier des charges. Et puis après, c'est avec ce cahier des charges, solliciter les bons fournisseurs, les bons intégrateurs qui vont répondre à ce cahier des charges et proposer des solutions techniques répondant à ce cahier des charges. Merci à tous les deux pour cette présentation. On va donner maintenant la parole à Romain Demey et Arnaud Gaboriou. Alors merci d'être avec nous. Est-ce que tout d'abord vous êtes reconnus dans cette présentation? Oui, tout à fait. C'est bon? Ouais, très bien. Tout à fait, sur pas mal de cas, vous avez évoqué notamment la constitution de l'équipe projet, on en parlera un petit peu plus tard, c'est extrêmement important. Donc oui, complètement. Romain? Sur la partie industrielle du fournisseur que je représente, effectivement, être là au moment où le cahier des charges s'écrit et convenir notamment des conditions de réception d'un système. Je reprends ce point parce qu'il est primordial pour la bonne réussite effectivement d'un projet. Alors vous vous connaissez depuis 2014, c'est déjà une longue histoire tous les deux. En 2014 à peine, fin 2014, donc Scalog a été créé en fin 2013, donc c'était vraiment les débuts. J'ai rencontré Scalog sur un salon, on parlait de benchmark tout à l'heure, effectivement, ça c'est extrêmement important, et des journées comme ça sont importantes, mais il existe plein d'autres, voilà, sur les chaînes events, le salon, le site de Paris, le JPAC en Allemagne, etc. Donc ça c'est extrêmement important. On a fait connaissance effectivement ensemble fin 2014 et on a après démarré véritablement en 2018. Donc il ne faut pas que ça fasse peur, on n'a pas eu de déploiement. Absolument pas. On a passé les premières années plutôt à bien digérer un petit peu ce que pouvait nous apporter la solution qui arrivait juste sur le marché. Ouais. Vous n'étiez pas prêt à ce que vous disiez quelque part. On n'était pas prêt, on était vraiment en phase de veille. Ouais, c'est ça. La prise de contact fin 2014, après on a eu un an et demi
produits, on va dire des plaies aussi alternatives. Alors Scalog, c'est quel type de société, Romain, et d'activité? Oui, alors Scalog, c'est une PME française, effectivement créée en février 2013, donc on va bientôt fêter nos 10 ans. On est basé à Nanterre, en Ile-de-France. Donc, pour le coup, on est moins régionaux que la majorité d'entre vous, mais étant basé à Rennes, je représente le Grand Ouest. Scalog propose une solution assez unique, un usage de robotique mobile strictement appliqué à du goods to man. Donc les robots mobiles fabriqués par Scalog sont utilisés uniquement sur le type de système qu'on va voir passer sur l'écran. Goods to man, ça veut dire goods to picker, système de préparation qui permet à la fois de densifier le stockage et de poster les préparateurs de commandes. Les robots étant utilisés dans ce cas d'application pour déplacer les étagères, finalement, et rétrocéder le temps de marche à de la préparation de commandes. Voilà, donc Scalog fournit une solution clé en main à ses clients, c'est-à-dire qu'on est à la fois fabricant de robots et avec un peu moins de monde, effectivement. Voilà, mais il n'est pas question de se séparer de qui que ce soit. Mais je pense que ces questions, il faut les aborder. Julien? Je pense aussi que la conduite du changement est plus ou moins facile selon la population à laquelle on s'adresse, et notamment les moyennes d'âge dans les entreprises. Plus la moyenne d'âge va être élevée, plus ça va être complexe de faire accepter des projets peut-être de numérisation. Il y a un peu plus d'accompagnement. Voilà, par rapport à des populations un peu plus jeunes qui ont vécu avec ces technologies-là depuis leur naissance. Un point par rapport à ces systèmes de goods to picker, ce qui facilite aussi l'acceptation de la solution, c'est la compréhension de la manière dont elle fonctionne. Si on se positionne à l'extérieur d'une zone Scalog, on comprend assez vite qu'il y a des robots qui circulent dans la zone, les étagères sont soulevées et présentées à des stations. C'est bête à dire, mais on comprend tout de suite comment ça marche et du coup on accepte beaucoup plus facilement cette solution robotisée. Et juste un autre point que je précise pour rebondir sur ce que disait Arnaud et la capacité d'absorber des pics d'activité, parce que ça c'est dans vos domaines d'activité, c'est la clé. On va proposer des solutions avec je dirais 2 stations qui sont utilisées toute l'année, pour prendre l'exemple de Wesco, et 2 stations qui vont être utilisées uniquement lors des pics. Et pour permettre à ces stations de fonctionner, on va injecter, je dirais, des robots intérimaires en quelque sorte, qui sont là à titre temporaire dans la zone pour alimenter ces stations. Donc voilà un exemple assez concret d'une solution robotique dont on n'a pas à supporter un coût qui ne correspondrait qu'à un pic d'activité finalement. Vous avez une saisonnalité, hein? On a une forte saisonnalité qui est en lien avec le domaine d'activité dans lequel on est, donc forte saisonnalité au niveau de la rentrée scolaire, qui elle commence dès le mois de juin, parce qu'il y a une anticipation des commandes, et puis la fin d'année. Donc en fait, c'est vrai qu'on a quand on dit qu'on a entre 2 et 5 000, forcément on voit bien qu'on peut avoir un rapport de plus de fois entre la faible activité et la forte activité. Donc c'est l'avantage de ce genre de solution, c'est la capacité à absorber facilement les pics. Et tout ça aussi, il faut l'expliquer aux opérateurs. C'est-à-dire qu'on est tous consommateurs, nous on est acteurs de la vente à distance, mais on est aussi, à titre personnel, on consomme de la vente à distance. Donc il faut expliquer au personnel que le monde dans lequel on vit fait qu'on doit être livré rapidement, on a un certain service à devoir à nos clients. Donc c'est aussi grâce à des nouvelles technologies comme ça qu'on est capable d'assurer ce service-là. Alors, le projet démarre en 2017. Ce qui est intéressant, c'est l'évolution justement du projet depuis 5 ans. Qu'est-ce qui a évolué en termes de surface de robots et de logiciels? Alors là, on a démarré effectivement 2018. 2018, on va dire. C'est vraiment le début, surface 500 mètres carrés, une station. Voilà. Et puis ensuite, on a eu 3 autres évolutions. Donc une deuxième station dès la fin 2018, qu'on a appelée une station de réassort. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais et ensuite une autre évolution courant 2019, où on a rajouté 2 à 4 robots, en tout ça fait presque 6 robots supplémentaires. Et puis après, il y a eu une vraie évolution beaucoup plus importante là, en 2020, donc on n'a pas pu faire en 2020 à cause du Covid, donc on a repoussé à l'année dernière, où on a doublé la surface. C'est-à-dire qu'on est parti avec 500 mètres carrés, 160 étagères, aujourd'hui on a 1000 mètres carrés et 340 étagères. Comment est-ce que Scalog a répondu justement à cette évolution? Il a fallu, alors nos chefs de projet ont
en ont presque fait une spécialité, en tout cas ils ont les compétences pour ça, soit d'étendre, soit même de déménager des systèmes, ça nous arrive. Et là, dans le cas d'espèce, ce qui était intéressant chez Wesco, c'était de pouvoir projeter la zone, en tout cas informatiquement parlant, simuler le fonctionnement à terme, et intégrer le montage d'une mezzanine sur la zone en production. D'accord. Sans en interrompre. Vous avez gagné en hauteur. Parce qu'il y a une mezzanine qui existait déjà, qui a été étendue au-dessus de la zone Scalog finalement. Voilà, donc on voulait, donc ça c'était un peu rock'n'roll quand même. Il a fallu construire une mezzanine sur la zone Scalog qui était en production, sans interrompre bien sûr la préparation de commande. Mais on a réussi, donc c'est plutôt. Et grâce aussi aux équipes Scalog. Dans une période qui n'était pas simple, puisque c'était fait des coups. Et en termes de nombre de robots, je me dis que ça a forcément évolué. Oui, parce qu'il faut considérer que pour qu'une station de travail soit alimentée en étagère, saturée en étagère, il faut un certain nombre de robots dans la zone. Donc oui, plus on a de stations ouvertes en simultané, plus il faut de robots dans la zone. On est parti de 8, et puis progressivement, on est arrivé à 24. On est à 24 robots aujourd'hui. D'accord. Et 24 robots, et après, avec maintenant cette souplesse qu'on est en train de travailler avec les équipes Scalog, de location courte durée. Parce que certains appelaient le RAS, la Robot as a Service, qui commence maintenant à arriver. Alors on pourra détailler un peu ce service-là qui commence à proposer aux clients, qui est extrêmement intéressant pour la gestion des pics. Là aujourd'hui, nos 24 robots nous vont bien. Ça nous embête un peu d'investir dans 6 robots supplémentaires uniquement pour 2 mois de l'année. Donc là, on a mis 3 mois, non? De septembre à décembre. Voilà, vous avez le temps du déjeuner pour négocier. Pour se mettre en Ah, voilà, exactement. Qu'est-ce que ça vous avait fait gagner, ou alors plutôt de ne pas perdre cette mise en place? Encore une fois, pour moi, le gros, il y a 2 points que je mettrai en avant. C'est la capacité d'absorption des pics d'activité. On a gagné en agilité. L'agilité, c'est pas un mot à la mode, là, vraiment, c'est la clé dans nos supply chains. On se doit aujourd'hui d'être capable rapidement d'absorber un pic. Et c'est d'autant plus vrai maintenant avec le contexte dans lequel on est aujourd'hui, où on peut avoir des ruptures de composants, de produits qui font qu'on accumule du carnet de commande. Quand la rupture arrive, on a un pic d'activité, on redescend ensuite. Ça, c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est accentué avec le contexte actuel, mais voilà, ça c'est le premier point, cette capacité à absorber rapidement les pics d'activité. Le deuxième, je dirais, c'est un peu plus RH cette fois-ci, c'est la capacité à intégrer plus facilement du personnel sur ce type de technologie. Parce qu'en fait, on est sur un process relativement simple. Donc aujourd'hui, nous intégrer une personne sur une station Scalog, c'est 15 minutes de formation et elle est opérationnelle. Parce que c'est extrêmement simple. Et ça, dans là aussi un contexte où il peut avoir des difficultés pour recruter, ça c'est un vrai gain. Ouais. Voilà. Romain? Oui, c'est par rapport à ça, on peut dire aussi, j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire, pardon. C'est le système Pick to Light, Oui, peut-être? Oui, ça y participe effectivement, on a un spot qui va indiquer sur l'étagère où est-ce qu'il faut prélever, et puis on va être en capacité d'aller assez loin dans la manière dont l'environnement de travail, les commandes qui sont constituées sont souvent autour des opérateurs. On va équiper tout ça de Pick to Light, effectivement. Ouais. Il y a un côté ludique, c'est-à-dire qu'il y a un vrai côté ludique. en fait, c'est ce que Une j'allais dire. valeur de génération, mais C'est exactement ça. les jeunes étudiants qu'on prend nous l'été, Quand vous faites visiter l'entreprise, j'imagine que... c'est un peu fun. Voilà, vous avez un laser qui arrive, qui vous dit quoi prélever, combien, ensuite ça vous affiche des put to light avec la quantité. Enfin voilà, il y a ce côté un peu ludique qui plaît. Vous travaillez quelque part sur la marque employeur. Voilà, l'attractivité aussi des personnes que vous recrutez, ça peut aussi en faire partie, quoi. Effectivement. C'est un peu l'usine du futur, vraiment. Quels sont les pièges, selon vous, à éviter, justement, pour passer de l'idée à l'intégration? Alors, on a parlé avec Nicolas, avec Julien sur les verrous, les limites. Quels sont les pièges qu'il faut éviter? Je peux peut-être rebondir là-dessus. C'est au départ, imaginer, comprendre qu'il n'y a pas de solution universelle, en tout cas de solution de mécanisation, de robotisation qui puisse tout faire dans l'entrepôt, en tout cas pas une seule, il en faut plusieurs. Je dis ça parce que pour que le projet réussisse, pour qu'un projet d'étagère mobile réussisse, il faut qu'on soit assez d'accord sur ce qu'on veut y mettre physiquement et ce qu'il ne faut pas vouloir stocker dans une zone Scalog par exemple.
Donc il y a souvent une articulation intéressante qui consiste à considérer que les produits qui sont des fortes rotations, qui tournent beaucoup, sont maintenus en dehors de ce type de système de goods to man, sont maintenus sur palette, sur des surfaces de prélèvement piéton relativement courtes. Disons que les anciens process, en fait, on les abandonne pas toujours. L'un des pièges, c'est peut-être de se dire, je vais tout robotiser. Ouais. Voilà, Tout transformer. Voilà, je vais tout robotiser. Ce produit-là, c'est un petit produit, donc je vais forcément le mettre dans une zone mécanisée. Ça peut être un piège. Oui. Non, les process un peu plus historiques, où on fait du picking sur une palette, etc., de manière vraiment plus traditionnelle, ça existe encore. Oui, et économiquement, ça tient la route. C'est quoi un projet réussi? Ça tient sur quel pilier selon vous? Ah, grande question. Sur l'humain, d'abord des équipes. Alors Romain il réfléchit, et là, attends. J'ai qu'un pilier, attention. Il n'y a pas de piège, c'est effectivement. C'est quel pilier au singulier en plus? Ouais, c'est ça. Ce sera l'humain, ce sera ma réponse. Effectivement, des équipes qui arrivent à se parler et à se comprendre. Oui, sur l'humain, alors moi j'arriverai pas à faire un seul pilier. Le pilier humain est extrêmement important. Un projet réussi, c'est un projet où l'équipe projet sera complètement impliquée. Et je dirais, pour moi, un projet réussi, c'est dès lors que les opérateurs eux-mêmes deviennent des prescripteurs de la solution. Et c'est ce qui se passe chez nous aujourd'hui, là, au bout maintenant, on a quand même une maturité au bout de quelques années, c'est que quand on fait visiter notre installation, c'est les opérateurs eux-mêmes qui parlent de leur métier et qui en sont plutôt fiers. Donc en fait, ça pour moi, c'est un projet réussi. On sent qu'on n'a pas forcé la main et ils sont même plutôt prescripteurs du projet en interne. Donc voilà. C'est l'humain. Voilà. Quoi qu'il arrive, on a beau parler des robots, on aura toujours de l'humain. Ça, faut quand même se le dire. C'est ça. Et ça revient au verrou et les freins que vous évoquiez tout à l'heure, Arnaud, avec les équipes en disant et moi dans tout ça. Mais on aura toujours besoin de l'humain quoi qu'il arrive. On passe aux questions du public. Est-ce que vous avez des questions? Oui, allez-y. Ah, bah rajoutez. Je vous laisse mon micro. J'ai beaucoup aimé l'application des équipes parce que c'est totalement vrai. Je peux dire, en tant qu'intégrateur, il n'y a pas un sujet, il n'y a pas un projet qu'on a réalisé, on a supprimé finalement du monde, si ce n'est que du temporaire, éventuellement. Mais on a fait développer les gens qui n'étaient pas forcément prédestinés à évoluer. On a des caristes qui sont devenus chefs d'équipe, chefs de service, c'est parce qu'ils sont impliqués dans le projet, parce qu'ils sont devenus prescripteurs, et parce qu'ils ont vu l'intérêt, et ils ont même, on va dire, fait la promotion en interne pour que le projet réussisse, très clairement. Merci pour votre remarque. Est-ce que vous avez d'autres questions? Et on le voit, c'est inenvisageable de revenir en arrière de toute façon. C'est-à-dire que là, quand on leur pose la question, alors, maintenant vous préfériez avant ou maintenant, il n'y a pas de débat. Les gens ne reviendraient pas en arrière. C'est ça. Oui, allez-y. Attendez, je vous apporte le micro. Non, bah ok, allez, si. Merci. Philippe Huchette, consultant en supply chain. Je voulais, alors c'est des questions qui fâchent forcément, mais si vous aviez deux chiffres à nous donner, un sur l'investissement et un sur le ROI. Alors qu'est-ce qui fâche? Non, pas forcément. Après, alors, les chiffres précis, je ne peux pas vous en donner. Non, mais ce serait hors contexte. On a eu 4 évolutions, donc on a l'enveloppe de démarrage qui n'a rien à voir avec celle qu'on a aujourd'hui. Je parlerais peut-être plutôt de ROI, où là, nous concernant, on est sur des ROI inférieurs à 4 ans, largement. Voilà, maintenant, là on parle de ROI purement vraiment financier, après au-delà de ça, stratégiquement, encore une fois, sur la capacité d'absorption des pics et la facilité de recruter du monde, ça aussi ça fait partie vraiment du ROI et qui se palpe un peu. Est-ce que là, justement, alors ça revient peut-être à ce que vous venez de poser comme question, est-ce que la volumétrie du stock, on va dire, peut justement justifier un investissement coûteux? Parce que comme vous avez des pics de saisonnalité, est-ce que ça justifie d'investir dans des robots, parfois? Est-ce que ça fait partie des freins ou pas? Selon vous? La volumétrie, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en nombre de produits, la volumétrie des stocks, c'est-à-dire que des fois vous avez des pics, comme vous avez une saisonnalité, est-ce que justement ça justifie d'investir ou pas? En termes de, si on reprend le retour sur investissement. Je pense qu'il y a quand même un seuil, c'est-à-dire que là, j'imagine qu'il y a quand même un nombre de SKU minimum et un flux minimum pour investir dans ce genre de technologie. Oui, en prendre ça desquels il n'y a pas d'intérêt, sauf c'est ça. Absolument de la robotique mobile chez soi, ce qui me va bien, mais
Donc En deux. il faut effectivement un volume d'activité minimum, mais bon, pour pas que ce soit non plus quelque chose de tabou, effectivement, ce sont des systèmes relativement compétitifs. On déplace des étagères, donc ce qui coûte, c'est le robot mobile et puis le nombre d'étagères, si on parle de centaines, voire de milliers d'étagères. Mais et ce qui crée la valeur de ce système, finalement, c'est le soft, hein, c'est la partie logicielle. Donc, on a des approches assez pertinentes. On parlait de POC tout à l'heure, on est en capacité de louer les robots et le logiciel, de ne faire acheter à nos nouveaux clients que la partie étagère et station, pour qu'ils puissent mettre le pied à l'étrier assez facilement avec une mise de départ qui est vraiment relativement faible. Hein. Donc, non, ce sont des systèmes à la fois performants et abordables. C'est clairement des systèmes qui sont accessibles aux PME. Hein. Nous, on reste, parce que j'étais rapide sur la présentation, mais on reste une structure familiale. On est une petite PME finalement. Donc, je pense que voilà, on a quelques années d'expérience en logistique. C'est vrai qu'à 20 ans, peut-être que je ne me serais pas imaginé implémenter ce genre de solution. Ouais. Parce que, ayant un a priori, comme quoi c'est réservé à des grosses structures avec des moyens plus importants. C'est pas le cas, clairement pas le cas. D'autres questions? Oui. Pardon. Je reviens vers vous. Donc Amaradji, CCI Minélois, par rapport donc, au logiciel que vous parliez, puis par rapport à ce qu'on voit là sur l'application, est-ce qu'il y a une simulation qui est faite de ces flux et quel outil de simulation on utilise par rapport pour s'assurer qu'en réalité tout ça va pouvoir fonctionner avec les temps et les délais impartis? Oui. Ou est-ce qu'on installe ça simplement et puis après on voit sur le terrain si on verra bien. On passe pas les doigts. On utilise l'outil qui est mis en production chez le client. Donc c'est le Fleet Manager qui gère les flux physiques de robots dans les entrepôts, qui nous sert, nous, en phase d'avant-commande, de projet, à simuler. C'est le même outil. Voilà. Alors, d'où l'importance des data. C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure. Effectivement, quand on démarre ce genre de projet, alors là, on va parler de ce projet-là, je ne parle pas pour les autres projets, mais en tout cas, quand on démarre ce genre de projet, généralement, l'intégrateur ou le fabricant nous demande des data. Voilà, c'est quoi vos flux? Donc effectivement, s'il n'y a pas de WMS, s'il n'y a pas de RP, c'est peut-être pas impossible, certainement pas, mais c'est plus compliqué. Les data, c'est extrêmement important. Être capable de ressortir, nous on fait à peu près 1 million de lignes par an de prépa, il faut être capable de les sortir de ce système informatique. Si on n'est pas capable, c'est un peu plus compliqué. Même chose pour le dimensionnement des produits, par exemple. Quand on a 11 000 produits, il faut être capable d'en sortir la longueur, la largeur, la profondeur, le poids, parce qu'à un moment donné, ça va être les données dont on va avoir besoin pour la constitution du projet et les simulations. Et en phase d'avant-projet, on peut faire ces simulations aussi, avant de choisir la version. Il y a des outils de simulation, de flux. Nicolas, micro. Il y a des outils de simulation de flux qui existent. Permettre de simuler ces flux en avant-projet. Donc ces logiciels de simulation intègrent bien la technique qu'on va utiliser avec le temps de... C'est ça, vous rentrez vos temps et ça intègre la technique. Ouais. Et alors en l'occurrence, vous voulez savoir avec quel WMS vous êtes interfacé? Bext. De chez Influx. Ok. Et en termes de nombre de références, vous avez aujourd'hui, c'est quoi votre référentiel article concerné par la solution, j'entends? 11 000. 11 000. D'accord, ok. Et dernier point, en termes de picking heure, vous êtes à quel niveau à peu près? Alors aujourd'hui, on était sur un ratio avant, sur un process traditionnel de picking à gare à 80 à 100 heures. Là, on est à 250. Merci. Alors, ligne, pas unité. Oui. Et ce chiffre va varier selon la manière dont le poste de travail sera aménagé à nouveau. Ici, on cherche à remplir des commandes directement sur les convoyeurs d'origine. C'est important. C'est pour ça que sur les indicateurs, c'est vrai que là, je vous réponds moi en tant que
sur notre exemple concret. Après, je sais que sur d'autres clients, vous avez des ratios qui peuvent aller jusqu'à 400, 500. Après, quand on creuse un peu, c'est pas comparable. Nous, on dépose nos produits directement dans l'emballage qui va servir de support de livraison, ce qui n'est pas le cas chez Decathlon. Non, effectivement. Chez Wesco, on touche le produit qu'une seule fois et il est prêt à partir. Donc, il faut pondérer ces chiffres, effectivement, c'est très important. D'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres remarques? Les robots mobiles existent depuis 1954. Quels sont selon vous enfin, on sait que c'est évolué beaucoup. Peut-être une question pour Romain. Quelles sont justement les applications alternatives qui vont arriver dans les prochains mois? Techno. Pour le coup, 1954, c'était à Chicago et c'était dans un hôpital. Donc, je ne sais plus qui parlait d'applications robotiques dans les hôpitaux. Ils ont été consommateurs assez tôt. Les robots ont forcément évolué depuis 1954 physiquement, mais quelque part, ils embarquent une batterie, des moteurs électriques. Ce qui change vraiment, c'est l'usage qu'on en fait, les applications. On le voit ici avec tous les exemples qui ont été donnés par Quentin avec Pascal. Et ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est plus le robot, c'est le logiciel. Ouais. Vraiment. C'est l'application. Voilà. Et l'application et la capacité de calcul du logiciel qui vient par-dessus. Merci à nos invités pour ces témoignages. On va les applaudir très très fort. Nicolas Pouclet, Julien Bourbon, Romain Domet et Arnaud Gaborio. Merci beaucoup pour ces échanges. On va continuer justement les échanges autour du cocktail de la pause déjeuner. On se retrouve à 14h pour notre deuxième table ronde sur justement comment piloter la performance de mon intralogistique avec Omron et LG Tech. A tout à l'heure. Bon déjeuner à tous.